Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment mardi comme président du peuple, ce malgré sa défaite électorale en 2017. Les conséquences de ce geste sont incertaines. La session d'investiture à la présidence de Carles Puigdemont a été ajournée. La Cour constitutionnelle a interdit la cérémonie. Le président du Parlement catalan l'accuse de violer les droits des millions de Catalans. 2 femmes mortes et de nombreuses personnes portées disparues et présumées noyées. SOS Méditerranée et Médecins sans frontières ont fait le point de la situation le week-end écoulé des migrants en Méditerranée. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Il a tenu parole, l'opposant Kenya Raila Odinga a prêté serment mardi comme président du peuple. Ce, après sa défaite électorale en 2017, les conséquences de ce geste sont incertaines pour les autorités kenyanes. Il s'agit d'une trahison. Reportage. Pourtant, les autorités avaient averti qu'une telle investiture pourrait constituer un acte de trahison. Mais l'opposant historique Raila Odinga n'en a apparemment rien à faire. C'est devant des milliers de partisans en délire, rassemblés dans le centre de Nairobi, qu'il a prêté serment, Bible en main, lors d'une courte cérémonie. L'assistance était dans l'euphorie. Au moins maintenant, nous avons une voix à suivre parce que le gouvernement est représenté par Raila et Uhuru Kenyatta. Nous avons besoin d'un dialogue. Nous voulons que le Kenya soit divisé en deux parce que nous savons que nous ne pouvons pas avoir Uhuru Kenyatta d'un côté et Raila de l'autre. L'économie du Kenya, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que Raila Odinga soit notre président, comme il a juré aujourd'hui. Le procureur général Jitu Mwinge avait averti le mois dernier que toute investiture équivaudrait à un acte de trahison, soulevant la possibilité d'une arrestation à haut risque de Odinga. Les conséquences de l'investiture de Raila sont toutefois peu claires, car l'opposant n'a pas prononcé le même serment que celui prévu par la Constitution pour l'investiture du chef de l'État. Raila Odinga s'est par exemple proclamé président du peuple et non président. SOS Méditerranée et Médecins sans frontières ont fait le point de la situation le week-end écoulé des migrants en Méditerranée. 2 femmes sont mortes et de nombreuses personnes sont portées disparues et présentées noyées. Reportage. Les 2 ONG sont parvenues à sauver 83 migrants lors d'une opération en Méditerranée. Mais les corps de 2 femmes ont été repêchés et de nombreuses personnes sont portées disparues. Samedi était une journée tragique en Méditerranée. Le bateau affrété par SOS Méditerranée a été mobilisé pour le sauvetage d'un canot pneumatique dégonflé. Quant à MSF, une association partenaire de l'opération à bord de l'Arcarius, elle précise que de nombreuses personnes sont portées disparues et présumées noyées, parmi lesquelles des enfants. 6 enfants ont été réanimés. Les gardes-côtes italiens ont recensé en tout 800 personnes sauvées en Méditerranée centrale au cours de 5 opérations distinctes. Lesquelles opérations au cours desquelles il a été nécessaire de transporter en urgence des enfants par hélicoptère vers l'hôpital de Sfax en Tunisie. Selon le ministère italien de l'Intérieur, 2730 migrants en provenance de la Libye ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le 1er janvier. La quasi-totalité des migrants qui débarquent en Italie passent par la Libye. Mais les départs sont en baisse depuis l'été à la suite d'accords conclus par Rome avec les autorités libyennes et des milices. Et parlant toujours donc de la Méditerranée, environ 13 000 migrants africains ont été évacués de la Libye depuis le début du mois de décembre, et ce, près de 2 mois après des révélations sur l'esclavage de migrants dans ce pays nord-africain. C'est en tout cas ce qu'a assuré ce lundi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki. Après les révélations récentes de migrants noirs vendus comme des esclaves en Libye, 9 pays européens et africains appuyés par l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine ont décidé de mener des opérations d'évacuation d'urgence de migrants victimes de trafiquants. Les rapatriements ont notamment pu avoir lieu grâce à des vols affrétés par des pays africains.
Le Niger et le Rwanda ont par ailleurs offert l'asile à ceux qui ne pouvaient pas retourner dans leur propre pays. Lors d'une conférence de presse à la fin d'un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a assuré que le processus est en cours. Selon lui, environ 13 000 migrants africains ont été évacués de Libye depuis début décembre. Il s'agit de migrants qui ont été détenus dans des centres et torturés de façon inhumaine, et la plupart d'entre eux ont été rapatriés volontairement en Afrique. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine a réagi aux accusations selon lesquelles Pékin a espionné au moins de 2012 à 2017 le siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Je n'ai vu aucune évidence d'espionnage dans ce bâtiment. Je crois que nos relations avec la Chine sont excellentes et toute administration digne de ce nom, dans ce moment, on n'a pas besoin d'être dans ce bâtiment pour espionner ce que vous faites. Donc, sans être un grand spécialiste de l'espionnage, l'espionnage existe partout. Donc, il ne nous revient pas à nous de nous baser sur des allégations pour pouvoir se faire une opinion. D'autres, comme le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ont préféré insister sur l'importance de la relation forte et stratégique avec la Chine. Au Cameroun, le président du mouvement séparatiste anglophone Tsissikou Ayouk Tabé, détenu au Nigeria depuis le 5 janvier, a été extradé ce lundi à Yaoundé avec 46 de ses partisans. C'est ce qu'a affirmé du moins devant la presse le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari. Réaffirmons la détermination du Nigeria et du Cameroun à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigée contre l'un d'entre eux. Le ministre camerounais de la communication a indiqué que les leaders séparatistes, dont Tsissikou Ayouk Tabé, arrêtés au Nigeria, ont été extradés au Cameroun afin de répondre de leurs crimes. Seulement, il n'était pas possible ce lundi de déterminer quand ont été arrêtés les autres séparatistes extradés depuis le Nigeria vers le Cameroun. Des 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayouk Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Tsissikou Ayouk Tabé milite pour que les deux régions anglophones du Cameroun se séparent de la partie francophone du pays. Le 1er octobre 2017, le mouvement avait publié une déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie, non donnée par les séparatistes à leur projet de pays. Le Cameroun se prépare à des élections dont la présidentielle fin 2018 et la profonde crise sociopolitique que Yaoundé traverse dans ces régions anglophones pourrait perturber ces scrutins. La session d'investiture à la présidence de la Catalogne du chef de file indépendantiste Carles Puigdemont a été ajournée alors que la Cour constitutionnelle interdit la cérémonie. Le président du Parlement catalan l'accuse de violer des droits de millions de Catalans. Reportage. Voilà ainsi planté le bras de fer avec Madrid, qui occupera finalement la présidence de la région catalane. Samedi, la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement central, avait annoncé qu'en cas d'investiture à distance, le vote ne serait pas valable. Le président du Parlement s'est lancé dans une diatribe mardi contre la Cour constitutionnelle, estimant que le président destitué de la Catalogne avait tous les droits d'être candidat. Je ne proposerai pas d'autres candidats à l'investiture. Le président Carles Puigdemont a toute la légitimité pour être candidat à l'investiture. Il en a tous les droits. La plénière d'investiture des candidats Carles Puigdemont et Casamajor est toujours convoquée et aura lieu une fois que nous aurons assuré un véritable débat d'investiture et avec des garanties, car c'est la volonté exprimée par les groupes parlementaires. J'irai jusqu'au bout pour défendre le droit du président Puigdemont d'assister à un débat d'investiture avec toutes les garanties.
Toutes mes énergies porteront sur la défense de l'institution, des députés, des électeurs, de l'essence même de la démocratie. Des dizaines de manifestants se sont réunis devant le palais de la Généralité de Catalogne à Barcelone pour manifester. Puigdemont, destitué par Madrid, reste le seul candidat à la direction de la région de 7 500 000 d'habitants. Parlons Brexit. À présent, la Chambre des Lords a entamé mardi l'examen du projet de loi de retrait de l'Union européenne. Il s'agit d'un test crucial qui devrait annoncer et donner donc lieu à de grands débats agités autour de cette question. Reportage. À en croire le rapport sur l'impact économique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'économie britannique souffrira après la sortie de l'Union européenne. L'économie britannique souffrira après sa sortie officielle prévue le 29 mars 2019. Ce, quel que soit l'accord conclu. Avant l'adoption du projet, le 17 janvier, par les députés à la Chambre des communes, l'autorité de l'exécutif a été mise à mal à plusieurs reprises. En effet, ce texte doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen. Le comité constitutionnel de la Chambre haute britannique critique la méthode proposée par le gouvernement de copier certaines lois européennes, ce qui entraînera, selon lui, des incertitudes et des ambiguïtés problématiques sur le plan constitutionnel. L'organe s'inquiète également des pouvoirs étendus que le texte confère au gouvernement en matière législative, estimant qu'il donne au ministre une plus grande latitude que ce qui est constitutionnellement acceptable. Ces prérogatives censées permettre à l'exécutif de procéder lui-même aux lourdes modifications nécessaires pour transposer le droit européen sans solliciter le Parlement avaient déjà été dénoncées par les députés. Theresa May avait finalement reculé et accepté la mise en place d'une commission de députés pour surveiller ces travaux. Le gouvernement de Theresa May est lui-même divisé entre partis d'une coupure nette avec l'Union européenne et ceux d'un Brexit doux, maintenant des liens étroits avec l'Union européenne. Faux départ, querelle de drapeaux écrits, les divisions se sont laissées voir à la réunion convoquée par la Russie entre représentants de la société civile et politique syrienne à Sochi. Il y a lieu de les surmonter pour poser les bases d'un règlement politique de la crise. Reportage. Des mois que dans cette station balnéaire de la mer Noire, la Russie tente de mettre dans une même salle des représentants du pouvoir et de l'opposition. Le but est de transformer les succès militaires du régime de Bachar al-Assad en un début de solution diplomatique au conflit qui a fait plus de 340 000 morts depuis 2011. Mais les divisions sont palpables. C'est avec des ambitions revues à la baisse et peu d'espoir de progrès en l'absence des principaux groupes d'opposition qu'un congrès du dialogue national syrien a finalement été convoqué mardi par Moscou. Nous avons besoin d'un dialogue intersyrien véritablement efficace afin de parvenir à un règlement politique global dans lequel l'Organisation des Nations Unies joue un rôle de premier plan. Dès son ouverture, la rencontre a tourné au psychodrame, confirmant l'impasse dans laquelle se trouve le conflit. L'intervention de Sergueï a été à plusieurs reprises interrompue par des cris, certains hostiles et d'autres scandants. Vive la Russie. Il faut dire que la Russie s'est imposée comme un acteur majeur du conflit syrien avec son intervention militaire lancée en septembre 2015 qui a permis à Bachar al-Assad de reprendre l'avantage sur le terrain. Très bonne journée à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.